Et ce qu'on vient de faire pendant la demi-heure qui vient de passer, se rencontrer pour ceux qui ne se connaissent pas et mettre des têtes sur des noms ou des voix que vous auriez peut-être entendues sur le panier. Dans cet événement que je fais en partenariat avec Shopify, vous avez deux représentants des équipes ici. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez aborder, comme le nouveau Dash d'ailleurs, ou l'intégration SQL récemment. Je profite du coup de ce petit déjeuner du panier pour faire deux interviews. La première, ce sera avec Benoît, qui gère le digital et l'e-commerce pour Millésima. Et la seconde, ce sera avec Marvin de Tajine Banane, cofondateur de Tajine Banane. On va aborder pas mal de sujets, mais le sujet que je voulais aborder avec Benoît, c'est l'international et sa capacité à déployer des nouveaux sites à l'international. Tu m'as dit en 7 jours, hein. Montre en main. À peu près. Et le sujet qu'on abordera avec Marvin, le sujet principal en tout cas que je voulais aborder avec Marvin, c'est l'impact du mobile et de l'app mobile, sur son business. C'est très cool de vous voir. L'idée, c'est un peu... alors, il y a une estrade et vous êtes en face, mais l'idée que ce soit un peu une table ronde. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, si vous avez des remarques, surtout, n'hésitez pas. C'est un peu le but. On se donne 20-25 minutes avec toi, 20-25 minutes avec Marvin, questions-réponses. Et puis ensuite, on peut retourner au café pour ceux qui ont le temps ou qui veulent bosser ici. S'il y a de la place en bas, on essaiera de négocier ça. Salut Benoît, et merci à tous d'être venus. Et bonjour à tous aussi, bien sûr. Benoît Gibier, si vous voulez le trouver sur LinkedIn, qui donc gère le digital et l'e-com pour Millésima. Je pense que vous êtes nombreux à connaître Millésima, surtout qu'on est j'espère dans la région. On n'a pas testé ton micro, est-ce que tu peux... Vous m'entendez bien? Ouais, un peu. Ok, super. C'est enregistré, pardon. Et donc, il y a une captation vidéo, il y a une captation audio. Ce sera disponible, dites-le à tous vos amis sur le e-commerçant, sur le flux du panier et sur YouTube. Est-ce que tu peux me présenter Millésima? Ouais, tout à fait. Millésima, c'est un négociant en vin qui a été créé en 83. Un négociant en vin, c'est un statut particulier à Bordeaux. C'est ce qui, en fait, nous donne les autorisations pour acheter directement auprès des propriétés bordelaises. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des petites visites dans les châteaux, dans le Médoc, Saint-Émilion, etc. De manière générale, vous ne pouvez pas acheter tous les millésimes que vous voulez. Millésima, on a les allocations nécessaires, en fait, où, je ne sais pas, Château Margaux nous donne la possibilité d'avoir 100 bouteilles à vendre. On a les garanties de vendre ces 100 bouteilles de Château Margaux. Comment on fait pour avoir accès aux primeurs? C'est une histoire d'un point de vue de réseau. Oui, c'est du réseau, une histoire. Les négociants, ça existe depuis le XVIIe. C'était instauré par les Hollandais ou les Anglais. Je ne sais plus exactement. D'ailleurs, tout est raconté à la Cité du Vin, si jamais vous avez l'occasion. Non, vraiment, c'était vraiment très intéressant en plus, donc n'hésitez pas à y aller. Et c'est un système de 3 tiers, on va dire. Nous, on n'achète pas directement à la propriété, on achète à un courtier qui lui achète à la propriété, voilà, grosso modo. Et ça permet en fait d'assurer une certaine qualité de distribution des produits. Est-ce qu'on est sur un segment premium de notre côté, mais il y a aussi des vins de milieu de gamme ou d'entrée de gamme aussi qui rentrent dans cette configuration. Donc Millésima est présent en France, c'est internationalisé dans les dernières années, et même depuis un bout de temps d'ailleurs, sur la partie États-Unis, si je dis pas de bêtises. 2006, les États-Unis. 2006, les États-Unis, c'est ça. Sur la France, c'est une 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires? Non, ça se décompose pas vraiment comme ça. J'aimerais bien que tu ne me contredises pas en public, s'il te plaît. Sur les 50 millions, on va dire qu'il y a à peu près entre 40 et 45 millions de chiffre d'affaires sur les sites internet et Millésima. Le ratio, c'est 80% de e-commerce. Et Millésima France pèse 34%. Le reste, c'est que l'export. Le reste, c'est l'export, donc 66% l'export. Et 82%, tu m'as dit, enfin 80% environ sur l'e-com. Ouais, que de l'e-commerce. C'est quand même incroyable parce que Millésima est parti à la base d'un métier de VPCiste. C'est ça, c'est du VPC. Donc en 83, c'était le fondateur ouvrait le bottin et cherchait tous les PDG de toutes les grandes entreprises de France. Et il les appelait, il envoyait des offres commerciales, des prospectus... Et de fil en aiguille, chaque année, il avait le droit à, 50 caisses de tel château. Et puis au fur et à mesure, vu qu'il travaillait bien, il a eu le droit à plus d'opportunités, plus de caisses, plus d'allocations, plus de châteaux, plus de bouteilles. Et le lancement du e-com, c'est quand? Alors on a commencé, j'étais pas là. Minitel, dans les années 90-2000. Et le premier site, c'est en 98 ou 99. Donc c'était que de la vitrine, on ne pouvait pas acheter dessus.
Ok. Donc 25 ans de développement sur l'e-com pour arriver aujourd'hui à 80% du chiffre. C'est ça. Moi, je suis arrivé en 2014, c'était du Magento. Je suis arrivé en pleine migration sur du IBM WebSphere Commerce. Personne n'utilise ça et c'est normal, un peu rude. Et maintenant, c'est un CMS fait maison. Pourquoi ce choix d'avoir... plutôt, quelle est l'organisation interne des équipes pour piloter ça ? Alors on a une grande partie sur le marketing digital, une équipe de développeurs, on a une équipe aussi dédiée aux achats, une équipe aussi de conseillers commerciaux, et ceux qui lead tout ce qui est projets digitaux, c'est les développeurs et l'e-commerce ensemble. Et quand tu es arrivé, le poids de l'e-com, c'était quoi ? C'était déjà le chiffre d'affaires, c'était un peu moindre, c'était vers les 10 millions de chiffre d'affaires en 2014, et maintenant ça aussi entre 40 et 45 millions. 10 millions sur le e-com. Ouais. Ok. Et quelle part du chiffre d'affaires quand tu es arrivé ? À l'époque, ma question c'est quelle est la progression du chiffre d'affaires ? À l'époque, on avait une grosse activité de tout ce qui était encore courrier et activité traditionnelle VPC. On envoyait 2 offres commerciales par mois à des clients qui nous renvoyaient des chèques avec le petit bulletin rempli pour acheter sa caisse de vin. Et en termes de proportion, je ne veux pas dire de bêtises, mais le poids du courrier était prépondérant. Le e-com, tu m'as dit que le premier e-com, on ne pouvait pas passer de commande ? Non, c'était un site vitrine, c'était en 99. Donc, ouais. Donc il y a vraiment une transformation aussi de la société. Il y a eu du change à apporter, j'imagine, dans une société qui était seulement sales téléphone, c'est ça ? C'est ça, et sachant qu'aujourd'hui, les ventes de vin et champagne représentent, sur Internet, ne représentent même pas 10% de la valeur qui est vendue en France. Le reste, c'est la grande distribution, caviste, resto. Sur le marché français du pinard ? Ouais. Ok. C'est 8-9% peut-être, l'e-com. Tu m'as dit que c'était 33%, 34% la France, ouais. Donc tu as 2 tiers à l'international, et ouais. On trouve la même proportion. Non, vous n'avez pas de présence à l'international en dehors de New York. Alors on est en Europe et en Asie aussi. Okay. Mais physiquement, vous avez à l'étranger, il n'y a que New York, c'est ça ? Il y a New York en boutique, ouais. Pour des raisons légales aussi. En fait, on a besoin d'avoir une boutique aux États-Unis pour pouvoir expédier du vin en e-com. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est la règle là-bas. Ça aurait pu être une règle différente si on était basé en Californie, parce qu'en fait, chaque État a ses propres règles. Ouais, mais c'est le cas aussi dans pas mal de verticales, si je dis pas de bêtises, où on te demande souvent d'avoir un point de vente physique pour t'autoriser à distribuer. C'est le cas dans l'horlogerie, entre autres. Ah oui, ok. Ouais. C'est bon à savoir. On a une boutique à Saint-Tropez aussi, et une boutique au Cap-Ferret. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir. C'est Jéroboam par millésime, c'est ça ? C'est ça, exactement. Okay. Et donc Oui, en Europe, ouais. On fait 16% est attribué à la Suisse en termes de quote-part des ventes, et le reste ensuite ça va être déroulé sur de l'Allemagne, Italie, notre top 5 pays. Dedans il y a aussi Singapour qu'on a ouvert en 2015 et qui fait partie maintenant de notre top 5 des pays. Ok, intéressant. T'as un enjeu timing assez important, j'imagine, quand tu commandes des primeurs, parce que ça sort tous les ans à peu près. Vrai, ensuite, t'es livré. J'ai pas parlé des primeurs encore. Je sais pas si tout le monde est familiarisé avec le concept des primeurs. Les primeurs, en fait, c'est ce qui vous donne la possibilité d'acheter du vin, mais qui n'est pas encore embouteillé. Donc c'est surtout sur des grands vins majoritairement, et qui vous permet aussi de l'avoir au meilleur prix. Parce que c'est un petit peu volatile sur certains millésimes où vous pouvez payer une bouteille, je sais pas, en primeur, qui d'ailleurs qui n'est pas encore bouteillée, 50 €, et d'ici 3-4 ans, elle vaudra peut-être 90. L'idée pour les passionnés, c'est déjà de pouvoir les avoir à moindre frais, et ça permet à nous, négociants et propriétés, aussi de faire de la trésor en amont des ventes. Donc là, par exemple, en avril, il va y avoir ce qu'on appelle la semaine des primeurs. Vous pouvez peut-être voir dans les journaux sur de titres à Bordeaux. Et il y a le monde entier qui se déplace à Bordeaux pour aller déguster les vins qui sont en fait en barrique, qui sont du millésime du coup 2024 qu'on va lancer cette année, et ce sera embouteillé d'ici la fin de l'année, début 2026. Et les clients, généralement, quand ils achètent un primeur sur une sortie de millésime, sont livrés 2 ans après. C'est pour ça qu'il y a ce système aussi d'allocation de garantie qui est important pour nous, parce qu'il y a eu quelques scandales dans les années 2000 où certains acteurs vendaient des bouteilles mais n'avaient pas d'allocation. Donc ils se disaient je vais vendre du vin et puis je vais me débrouiller pour en racheter et les vendre plus tard. Sauf que le vin peut prendre en valeur très vite, donc ils vendaient du vin moins cher de ce qu'ils achetaient. Et du coup, ça n'a pas duré longtemps. Ok.
Vous êtes passé donc de ce modèle VP6 à un modèle 80% online. VP6 primeur à la base. VP6 primeur. 100% primeur. Donc tu t'adressais quand même à une audience qui est ultra qualifiée et informée. Il faut savoir ce que c'est. Aujourd'hui, un site grand public dans lequel on peut acheter toute l'année. Exactement. Maintenant, les ventes de livrables, donc les ventes qu'on peut se faire livrer directement, ça représente à peu près 35 millions du chiffre d'affaires, et la vente primeur à peu près pèse entre 8 et 15 millions selon la qualité des millésimes. C'est pour ça que, comme tu m'as dit que tu as regardé Papers tout à l'heure, quand tu as une fluctuation du chiffre d'affaires, ça dépend des primeurs souvent. Il y a une sacrée fluctuation, c'est public, on peut le dire, dans Papers. Oui, bien sûr. 22, 23 ou 21, 22, je crois, où ça a doublé littéralement. En fait, c'est l'effet millésime, parce qu'un grand millésime va se vendre plus facilement et un peu plus cher, et un millésime qui est très bien aussi, mais qui n'est pas extraordinaire, va tout de suite moins attirer les foules. Et forcément, il y aura moins cet effet volatile de la hausse des prix. Pour les retardataires, il y a deux petites chaises devant si vous voulez. Salut. Tu as une certaine dépendance du coup à c'est marché, météo, plein de choses. Oui, c'est vrai que sur les années qui sont difficiles, c'est pas évident. Certaines propriétés n'arrivent pas à avoir le rendement qu'elles aimeraient. Et avec en plus tout le côté biodynamie, ça impacte encore beaucoup plus, on va dire, la production. Parce que on va dire sur un rendement classique à 50 hectos à l'année sur une propriété, sur des années bio, certaines propriétés cette année ne vont avoir que 30 hectos, sachant que les coûts de production sont les mêmes. Ce qui fait que ça peut engendrer des hausses de prix, même si la qualité n'est pas là. Et il y a quel négociant passe avant les autres, ou est-ce qu'il y a une sorte d'accord tacite où on essaie de tous être égalité? C'est du relationnel. Sur les allocations. C'est du relationnel. Notre PDG passe son temps en propriété, les connaît tous depuis des années, et puis son rôle, c'est de rencontrer les propriétaires et d'obtenir le plus de caisses possible sur les propriétés les plus qualitatives et les plus demandées. Qui connaissait Millésima à main levée? Ouais, donc la moitié en gros. Ou la majorité. C'est une belle aventure familiale en plus. C'est une entreprise familiale, ouais. Effectivement. Des négociants, il y en a à peu près 400 à Bordeaux. Et la majorité, ce sont la majorité. La plupart, les plus grosses maisons de négoce, en tout cas, sont issues 100% famille. Il y a très peu d'actionnariat extérieur ou de levée de fonds, ce genre de choses. C'est pas les choses qu'on voit à Bordeaux. On est sur un produit qui peut être lourd, qui est souvent expédié en caisse en bois, qui est fragile, que vous expédiez à 66% du coup à l'international. Comment, sur un volume important, puisqu'une quarantaine de millions d'euros en ligne... Ça coûte très cher. Ouais. C'est quoi le panier moyen? Le panier moyen, c'est 1 000 euros. Donc tu as 40 000 commandes par an à expédier, quoi. Ouais, même un peu plus, aussi entre 5... Enfin, ça dépend en fait des pays. Ok. Mais c'est dans ces eaux-là. Et la particularité, c'est que c'est pas comme des vêtements, des chaussures. Il faut qu'on fasse attention à notre partenaire d'expédition. Parce que quand il y a une casse, admettons, les colis sont mélangés avec des vêtements, des chaussures, ce que vous voulez. Et quand une bouteille de rouge casse, ça inonde tous les colis. Donc tous les colis sont impactés et c'est pour ça qu'il y a plein de transporteurs qui veulent pas travailler avec nous non plus, parce qu'ils ont peur de casser. Donc on travaille majoritairement avec les transporteurs qui vont vous livrer un frigo pour caricaturer, c'est sur palette, et c'est de la manutention manuelle. Ça passe pas par du Colissimo ou autre, en tout cas chez nous. Et le prix moyen? Pour expédier une bouteille? Non, le prix moyen d'une bouteille. Donc en gros, combien de bouteilles dans ton panier moyen à 1 000 euros? C'est 50 euros le prix moyen d'une bouteille achetée. Okay. On est sur un segment assez premium, effectivement. Donc ça fait 2 ou 3 caisses, quoi. Quand on achète une caisse de 6 ou de 12, ça nous fait exploser le panier moyen très vite. Mais on commence un peu à changer ce prisme, puisque les acheteurs maintenant ne veulent plus forcément 12 bouteilles de la même propriété. Donc on va lancer prochainement, vous le verrez pour ceux que ça intéresse, la possibilité d'acheter à l'unité et un effet un peu volumique. Plus tu en achètes, moins tu payes. Là où je voulais t'emmener tout à l'heure en parlant de ton passé VP6 pointu sur le primeur et aujourd'hui acheté sur du livrable, potentiellement à l'unité, en grand public et en ligne, c'est que ton audience a beaucoup changé, mais du coup ta concurrence aussi, parce que tu peux te retrouver en face d'acteurs qu'on connaît tous, que je vous invite à aller écouter sur le panier, parce qu'ils sont passés pour certains d'entre eux. Oh, lesquels? Petit Ballon, les grappes. Qui travaillent très bien d'ailleurs. Mais du coup, c'est dans ton univers concurrentiel? Pas ces deux-là particulièrement, parce qu'on n'a pas les mêmes produits.
Donc ils travaillent des produits différents, ils ont des partenaires différents, mais c'est bien, ça complète tout l'environnement lié au vin. Le sujet que je voulais creuser, c'est le sujet de l'international, puisque vous avez mis en place un process, une méthode qui vous permet de lancer très facilement de nouveaux pays sur un secteur qui est quand même très particulier, avec un produit qui est particulier à expédier, et une législation, j'imagine, qui peut changer d'un pays à l'autre. Exactement, donc je l'ai vu sourire quelques-uns dans la salle quand j'ai parlé de IBM Webster Commerce, donc c'était une... Attends, moi je n'avais pas IBM Webster Commerce. Webster Commerce, ouais. Il y a beaucoup de boutiques en ligne allemandes qui l'utilisent encore et qui fonctionnent très bien, mais ce genre de CMS, il faut vraiment faire les choses dans le bon ordre et pas sortir des clous. C'est tout ce qu'on n'a pas fait. Du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et on change. Et on est parti, on a regardé ce qui existait à l'époque. Donc, Shopify n'était pas aussi bon qu'ils le sont aujourd'hui. Et on est parti sur une structure en React.js où on a tout fait nous-mêmes en interne, accompagné avec une agence externe. Et on est très content de ce choix. Et pour lancer un site, maintenant, on a créé des process où ça nous permet en moins d'une semaine de lancer un nouveau marché. Donc, quand on se met dessus, après, il y a un travail quand même en amont à faire, d'un point de vue surtout douane légale, qui est assez long parce qu'on doit travailler avec des administrations, puisque c'est de l'alcool, et qu'on est catégorisé dans les armes à feu, sexe, drogue, voilà, on est catégorisé là-dedans. Et donc, il y a un lot de process généralement pour ces pays-là. Donc là, par exemple, on vient de lancer le Danemark cette semaine et on a commencé fin de semaine dernière à mettre en place le site et on a terminé mardi, je crois. Ok, quel est le process du coup? En fait, nous, c'est un tronc commun, le site. C'est comme un Shopify aujourd'hui, en fait, au final, parce que si vous voulez rajouter une langue ou un pays, bah, c'est facile, entre guillemets. Vous activez les langues, vous activez les modes de transport, vous gérez les traductions, il n'y a plus qu'un, entre guillemets. Sauf que nous, on l'a fait nous-mêmes, puisque la première fois qu'on l'a fait, donc on a lancé les Pays-Bas et la Grèce il y a 1 an et demi maintenant, donc on a mis plus d'une semaine, puisque on a dû créer tout ce système d'API pour se connecter à un outil qui s'appelle Localize, qui permet de gérer des traductions en temps réel, qu'on n'utilise plus maintenant parce qu'il y a OpenAI qui peut nous faire ça. Et maintenant, quand on lance un nouveau site, si on veut gérer la langue locale, on lance nos process, les traductions se font, on corrige s'il faut corriger, on vient gérer le catalogue produit, le pricing, les transports qu'on a déjà négociés en amont, et c'est majoritairement de la configuration. Ok, et la législation a été gérée en amont aussi, c'est ce que tu disais. C'est le point le plus long. Pour le Danemark, par exemple, il y avait 3 mois incompressibles d'un point de vue institution-administration pour pouvoir avoir notre licence et expédier là-bas. Sur le vin, tu as un métier de conseil aussi, parce qu'un vin, ça se goûte, ça se raconte, ça s'explique. Tu as cet enjeu à l'international aussi sur ton site, de savoir raconter des belles histoires autour des crus que tu vas vendre. C'est notre force. On a à peu près 8-9 conseillers experts en vin. Et qui ont tous fait des formations, qui dégustent 2-3 fois par semaine. Et tous les vins que l'on référence, c'est des vins qu'on a validés. Il n'y a pas un seul vin dans notre gamme qui n'a pas été apprécié. Ça peut arriver sur des propriétés où des nouveaux référencements, on va déguster, je sais pas, 15-20 bouteilles différentes, des appellations, des marques différentes, et on va sélectionner seulement ce qui nous plaît. Et qu'on juge quali parce que c'est un peu notre... Et du coup, tu dois le raconter aussi quand tu dupliques ton site à l'international? Oui, bah du coup, il y a tout ce système de marketing, de réassurance qui est mis en place pour raconter une histoire où on achète tous les vins en propriété, tous les vins sont dégustés en interne, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et tu as de la commande au téléphone, ou en tout cas, tu as un contact physique, un contact humain, excuse-moi, à l'international avant la commande? D'un point de vue téléphone, tu veux dire? Ouais. Ou échange en ligne, ou SAV, ou... Du coup, ces conseillers commerciaux vont gérer au moins 20% des commandes, parce que même s'ils peuvent avoir des clients au téléphone, certains pour conseiller, il y en a qui vont prendre directement leur commande en ligne. Après, on peut prendre la commande pour eux aussi, et c'est ce qu'on fait. Et on est là pour leur amener une qualité de service, des conseils, sur des nouvelles références aussi, parce qu'on est très français, franco-français, sur toutes les régions viticoles, mais il y a des vins espagnols, italiens, Nouvelle-Zélande qui sont magnifiques. Sauf que faut le connaître. Que vous vendez aussi? Qu'on vend aussi, oui. Ok, c'était pas le cas au début? Non, là-bas c'était très Bordeaux. Mais ma question, c'est du coup, quand tu lances un nouveau pays, tu as aussi besoin de former tes forces de vente ou tes forces conseils sur ce nouveau pays, d'embaucher des gens qui parlent la langue.
Maintenant, sur les 8 langues qu'on adresse, on maîtrise 6 langues. Les seules qu'on maîtrise pas vont être le grec et le néerlandais, parce que c'est un peu plus exotique à trouver à Bordeaux pour ici. Mais pourquoi pas le néerlandais plus tard? On attend que le pays soit assez gros. Mais donc le SAV, il est ici, il est multilingue et il est à Bordeaux. Ouais, on va gérer allemand, français, italien, espagnol, portugais, tout basé à Bordeaux. Ok. Donc c'est ton 3e pays que tu ouvres depuis un an, c'est ça, je dis une bêtise? Ouais, Danemark, Grèce et Pays-Bas. Pays-Bas. Du coup, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as amélioré dans ton process sur ce... Bah, si je peux donner un conseil, c'est de ne pas avoir peur de lancer à l'international. Parce qu'une fois que les bases sont solides, finalement, ça devient de l'incrémental. Quand il y a, ça fait un peu un effet boule de neige, ou dans le sens où les Pays-Bas, par exemple, en un an et demi, on a une croissance à 70%, parce qu'il y a un effet fichier client, en fait, qui vient rentrer là-dedans. Où sur des pays comme la France, on a 30% des commandes sont faites par les nouveaux clients. Donc ces nouveaux clients rentrent dans le fichier client, et puis au fur et à mesure, ça fait grossir le fichier client, activité CRM, emailing, et ça donne de l'incrémental. Sur les nouveaux pays, c'est l'effet encore x2, x3, x4, où il y a des croissances à 100%, parce que finalement, on est constamment en recrutement, la marge, c'est 70% des commandes, c'est des nouveaux clients, donc il y a cet effet boule de neige. Singapour, on l'a lancé en 2015, et aujourd'hui, c'est notre top 5 en termes de pays, alors qu'on n'a pas fait des efforts non plus inconsidérés en termes de budget. Avec un stock déporté ou tout part de Bordeaux? Tout part de Bordeaux. Pour Singapour. Mais dans quelques mois, on aura un stock local. Ok. Ce qui va accélérer les ventes encore. J'imagine moins de friction, parce que tu auras des. Là, du coup, ça prend un temps fou. Enfin, ça prend un temps fou, pardon. On a 2 départs bimensuels. Ouais, et en gros, ça met 2-3 semaines à recevoir Renault 20. Donc, quand on est un peu pressé, et la société est pressée aujourd'hui, maintenant, on pourra livrer le jour même et en 24 heures, une fois qu'on aura ce stock déporté. Ok. Et aux États-Unis, il y a un stock aussi? Il y a un stock déporté aux États-Unis pour des raisons plus, on va dire, compliquées fiscales. Pour expédier du vin aux États-Unis, ça prend 3 à 6 mois. Parce qu'il y a un gros process douane, c'est pas évident. Donc, ouais, on a un gros stock déporté là-bas. Et que vous avez déporté quoi, ce qui se vend le plus? Comment vous choisissez ce qui est là-bas? Bah c'est ça, on analyse les ventes, on regarde ce qui se vend le plus, et puis on fait des arbitrages. Donc, et des paris aussi. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche quand même. Sur les US, c'est une société à part, c'est ça en gros? C'est une société à part qui appartient quand même à Millésima et qui génère 10 millions de chiffres d'affaires. Pour des raisons législatives, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais. Et aux États-Unis, de mémoire, alors moi j'avais vécu un bout de temps à New York, il y a des trucs hyper étonnants dans la législation. Typiquement, t'as pas le droit de vendre de l'alcool, je crois, le dimanche matin, parce que t'es censé être à l'église. Non mais voilà, il y a des... Ça va... Hein à New York, où quand même on fait un peu la fête, le dimanche matin, tu peux pas... Alors, ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est pas arrivé, voilà, on va dire ça. Mais tu n'as pas le droit de vendre de l'alcool le dimanche matin. Ce qui est compliqué, c'est que chaque État a ses propres règles. Donc j'imagine que c'est partout sur tous les segments. Nous, c'est un peu plus drastique parce que c'est de l'alcool, il y a un gros protectionnisme. On peut pas livrer au Texas, par exemple. Par contre, si on était basé en Californie, potentiellement, on aurait pu. Ok. Pareil pour l'Oregon et d'autres pays. Un bon casse-tête législatif. Oui, c'est pas évident. Principaux enjeux sur 2025 et 2026, du coup, sur l'international? Sur l'international, là, du coup, on vient d'ouvrir le Danemark, donc on va le mettre en place et on étudie les autres pays scandinaves et d'autres pays qui pourraient être intéressants. Parce qu'à la base, les pays scandinaves étaient des monopoles. Un monopole, c'est l'État qui contrôle et qui régule les ventes. Un peu comme au Canada, pour ceux qui sont déjà allés, où il y a la SAQ au Canada, à Québec, pardon, et c'est l'État qui gère les ventes. Donc toi, tu vends à l'État qui, lui, ensuite gère? Nous, on fait pas cette partie-là. Okay. Mais c'est d'autres négociants qui vendent à l'État. Le négociant qui voudrait vendre au Canada, vend à la SAQ. À la SAQ qui ensuite fait la distribution et la gestion. Exactement. Ok, intéressant. Mais nous, du coup, on le fait pas. Ok. Donc pays scandinave. Et sur la partie France, quel est l'objectif en termes de ratio de chiffre d'affaires? Le but du jeu, c'est de toujours descendre la France au maximum. Quand je suis arrivé, Millésima France, c'était à peu près 50%. Sauf que c'est comme les investissements ou la bourse. Le but du jeu, c'est de diversifier pour que lorsqu'un pays est en risque, les autres prennent le pas et viennent compenser les pertes. Donc le but du jeu, c'est de faire descendre la France au maximum et de faire grandir tous les autres pays. Quand on fait baisser la France progresse.
C'est juste la quote-part qui descend. Ouais, compris. Et donc ton conseil, c'était d'aller à l'international le plus rapidement possible. C'est ça, c'est dès que vous êtes solide, que vous avez déjà trouvé un rythme qui fonctionne bien, et même si vous n'êtes pas forcément rentable sur votre pays, donc la France notamment, le fait de dupliquer le modèle et de mettre le minimum syndical sur les pays export, tous ces petits ruisseaux, en fait, au final, viennent compléter le manque à gagner en France. Et plus tard vous commencez, moins vous gagnez, parce qu'au final, les Pays-Bas ont une croissance à 3 chiffres depuis 1 an et demi, et ça va pas s'arrêter là. Donc voilà mon conseil. Cool, merci Benoît. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ouais, merci. C'est quoi le plan marketing qui accompagne le lancement d'un pays? Parce que là, on a l'impression que c'est simple. Oui, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout détailler. Alors, pardon, je répète la question pour qu'elle soit bien dans le... Quel est le plan marketing qui accompagne le lancement d'un nouveau pays? Nous, on a une grosse stratégie SEO de base, en longue traîne. SIA, toi, je crois que tu es chez Zeta, c'est ça? Forcément, c'est des campagnes qui sont différentes, parce que nous, on peut pas faire trop d'influence marketing, ce genre de choses, parce que c'est pas nos produits qu'on vend. Donc j'imagine que chacun doit avoir une stratégie différente aussi par rapport aux produits que l'on vend. Nous, c'est surtout SEO et SIA qui vont driver les ventes. Le but du jeu, c'est que tu cherches un Dom Pérignon 2015, que Millésima soit là directement quand tu recherches le produit. Que ce soit sur la SERP ou tous les comparateurs ou tous les sites spécialisés. Voilà. Donc, c'est une agence SEO locale ou c'est tout en interne? donc du coup la question, je vais la répéter pour les auditeurs, c'est si on a des agences locales en SEO. Non, on travaille avec notre agence SEO qui est basée à Lyon et on gère l'international. T'as pas forcément besoin de connaître la langue pour t'implanter sur le marché. En plus maintenant avec les outils d'IA qui existent pour gérer ton SEO, des bonnes traductions et un plan marketing fiable, c'est de moins en moins compliqué. Il y a 1 an et demi, je t'aurais dit quelque chose peut-être de différent, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Une fois que tu as compris comment un pays fonctionne, pour quand tu t'implémentes sur un pays, finalement, c'est la duplication en t'imprégnant du local, de regarder comment les concurrents font et en t'ajustant au pays. Mais grosso modo, c'est quand même 90% identique. Tu as 10% qui est de variables. J'imagine que tu as quand même du service client dans ces pays un peu spécifiques. Comment tu les gères? Alors la question, c'est comment tu gères le service client à l'international dans ces pays spécifiques? Tout est géré à Bordeaux. Tout ce qui est conseil téléphonique, email, tout est géré à Bordeaux sur des horaires d'ouverture classiques. Après, nous, on a la chance, on vend des produits premium, on a la clientèle qui s'apparente aussi à du premium, donc de manière générale, ils vont parler anglais. Sur les pays scandinaves, on lance le Danemark, personne ne parle danois. Mais c'est plus facile, pays scandinaves, parce que tout le monde parle anglais. Si on ouvre, je sais pas, la Hongrie, par exemple, peut-être que j'aurai un discours différent. Ça dépend vraiment du pays, en fait. Pour les États-Unis, on a une équipe à la fois sur place à New York, qui vont gérer, c'est la seule particularité, c'est qu'ils vont être basés à New York pour gérer tout ce qui est commerce et ADV. Après, tout ce qui est marketing et digital est à Bordeaux. Je trouve que la question de la traduction et du SEO est intéressante. On a Anatole Rosan ici, qui est le fondateur de Macoq, que vous avez pu entendre sur le panier, mais qui a aussi une application qui s'appelle Reversia, qui aide à faire de la trad. Tu as un avis sur le sujet? Est-ce que tu peux nous le donner? Non, je bois tes paroles, je pense pareil que toi. Ok, très bien. Il faut surtout se lancer très vite. Faut pas attendre. Ouais. Tu parlais de Thierry Rousseau, je suis complètement d'accord avec toi. Merci. Il y avait une question au fond. Oui, non, c'était juste par rapport à la Chine. Vous avez une stratégie sur la Chine ou c'est un marché trop compliqué? Alors, quelle est la stratégie sur la Chine, si vous en avez une? Nous, on est sur du B2C. Donc, ce qui dit B2C, on gère des commandes un par un. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un marché et une politique qui est assez instable et les politiques de retour ou autres sont assez particulières. La problématique de la Chine, c'est que quand tu expédies du vin là-bas, tu ne peux pas le rapatrier. Donc, admettons, s'il y a le moindre souci, ton stock est bloqué là-bas, tu ne peux rien en faire. C'est pour ces raisons aussi qu'on ne va pas dessus. Par contre, on est sur Hong Kong. Hong Kong qui est un peu en perte de vitesse ces dernières années à cause de la crise politique qu'il y a eu il y a 2-3 ans, je crois, et où toutes les fortunes sont parties à Singapour. Exactement la question que j'ai posée. Est-ce que vous avez on évite au maximum de gérer des retours et... Comment ? La bouteille est ouverte.
Alors, effectivement, on a des retours, pas régulièrement, mais si une bouteille est bouchonnée, on peut nous la renvoyer. On a un comité de dégustation qui vont la goûter. Et si ça s'avère que c'est bouchonné, on va remplacer là où les bouteilles qui sont bouchonnées. Si elle ne l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est compliqué à expliquer à un client qu'elle n'est pas bouchonnée. C'est votre nez, monsieur. Ok. Du coup, ça permet d'aborder le sujet logistique. Du coup, la logistique, tout part de Bordeaux ou... Tout part de Bordeaux. Tout part de Bordeaux. Et du coup, au niveau des frais de port pour le client final, comment ça se passe dans tout le pays, ils payent le prix? On a des francos différents selon les pays, mais de manière générale, au-dessus de 300 €, c'est offert sur la livraison standard. Donc là, Tout pays confondu. ça dépend des pays. Singapour, on n'offre pas parce que c'est très très cher Ils sont l'export. riches. Hong Kong, il y a une gratuité à partir de 1200 HKD, je crois. Donc c'est à peu près 350 €, je sais plus. Mais effectivement, on essaie de faire en fait d'avoir un effet volume qui vient compenser les frais de port. Pour expédier une bouteille, ça coûte, selon les contrats de chacun, ça peut coûter 5 € pour expédier une bouteille. Donc quand nous c'est pas notre cas, donc on vend pas des bouteilles à 10 €, mais un acteur qui peut vendre des bouteilles à 10 €, quand on expédie, Ça va être compliqué. sachant Alors que que quand tu vends une bouteille à 75, tu peux te permettre les 5 €. Exactement. En plus, on a pas mal de questions. Est-ce que tu as une stratégie de pricing par pays? Et comment tu gères du coup? Parce que c'est de la valorisation assez fluctuante, c'est un marché boursier, comme tu disais. C'est une excellente question. Simon le showroom privé qui nous demande si tu as une stratégie pricing par pays et comment tu gères les fluctuations. Alors c'est quelque chose qu'on est en train d'améliorer parce que j'avoue que c'est quand même pas très bien fait. On a 16 000 prix à faire. Puisque c'est pas comme dans le textile où un t-shirt différentes tailles, c'est le même prix. Nous, une bouteille, un magnum, un double magnum, c'est des prix différents. Donc c'est des formules mathématiques, tout simplement. Mais on n'est pas staffé aujourd'hui pour gérer correctement le prix de tous ces produits sur chaque marché, puisqu'on adresse quand même 17 marchés. Et on est en train de travailler sur un sujet, du coup, IA, pricing dynamique, en récupérant les prix des concurrents, des marchés. Parce qu'il y a certains produits où on pourrait marger plus, d'autres non, on les vend moins, sauf qu'on n'a pas la granularité aujourd'hui de bien faire le travail. Donc on est en plein dedans et ça devrait sortir dans les mois à suivre pour être au plus proche du marché. Parce qu'il y a certains produits, on est considéré comme cher à juste titre, puisque il y a certains prix, on va dire, on peut pas aller regarder le prix de tel produit à Singapour ou à Hong Kong. Et surtout, on achète directement la propriété aussi. Une dernière question. Tu avais levé la main. Ah non, pardon, c'était toi, excuse-moi. Et vous faites parce que vous parlez de Chine, est-ce qu'il y a des différences pour lancer la boutique ou pas? Parce que la Chine, c'est un peu particulier comme marché. Au niveau culturel, est-ce qu'il y a des freins en fait pour lancer Les impacts ou les frictions culturelles ou liées à la culture locale qu'il peut y avoir quand tu lances un nouveau marché? Alors en Occident c'est plutôt classique, on va dire, et en Chine c'est vrai que nous on maîtrise pas le mandarin, donc forcément c'est un peu plus difficile. On annonce qu'en anglais, donc ça vise vraiment une cible un peu plus premium, on va dire. Surtout que c'est un marché où on n'achète pas en ligne. Sur un site. Mais ils ont des applications différentes. Exactement. Sur un site The Little Red Book, enfin plein de choses qu'on maîtrise pas du tout. Donc. Benoît, merci infiniment. Benoît Gibier, Gibier, sur LinkedIn, si vous voulez poursuivre la conversation. Merci beaucoup. Merci à tous. Et Marine, je t'invite à me rejoindre. Ça va sécher, c'est pas grave. Et ben, je suis très, très heureux de te rencontrer donc de visu, puisqu'on s'est déjà parlé à plusieurs reprises. Tu me donnais des conseils sur des sujets justement mobiles qu'on avait à aborder chez Cosa Vostra. Mais du coup, ça me donne l'occasion de te présenter, puis de parler de Tajine Banane, d'où vous venez, la genèse, les chiffres que vous avez aujourd'hui, la manière dont vous êtes développé sur le social media. Vous avez plus de 260 000 followers, si je dis pas de bêtises, sur Insta. La diversification produit et l'app mobile. On terminera par ça. Mais bienvenue sur le panier, bienvenue dans ce live. Merci, bonjour. Qu'est-ce que c'est Tajine Banane? Tajine Banane, alors c'est principalement donc du coup une marque de vêtements maternité. Donc j'ai plus l'habitude parce que de base on faisait principalement de l'allaitement, là on a lancé la grossesse aussi.
Donc voilà, notre cible reste les jeunes mamans principalement. Et on s'est un petit peu étendu en faisant un peu du textile enfant, du textile homme, enfin voilà, de l'accessoire. Le pull que vous pouvez voir sur Mavin aujourd'hui, c'est pas un pull promotionnel, c'est ce que vous le vendez. Je regardais les chaussettes, mais c'est pas du... Si, les chaussettes, c'est Tajine Banane aussi. Ah bah voilà. Donc, on hésite à vendre que des chaussettes d'ailleurs. Donc une diversification régulière sur d'autres cas d'usage. Non, enfin là, vraiment... Historiquement, donc du coup de l'allaitement. Après, on s'était rendu compte que l'allaitement reste quand même une période qui, dans le temps, finalement, n'est pas... Enfin, ça dépend des marchés, bien évidemment, mais pas forcément la plus longue. Et du coup, dès le début, dès la première année, on s'était rendu compte que beaucoup de nos clientes avaient arrêté d'allaiter. Mais vous aimez beaucoup la marque, vous voulez continuer à acheter. Donc, c'est là où on a lancé directement l'enfant, l'homme. Mais finalement, la cible reste la même. Même pour l'homme, on n'a pas vraiment des hommes clients. Ça va être plutôt des cadeaux que leurs femmes leur font, accessoirement. Donc, du coup, il y a très peu... Enfin, la cible n'a pas évolué, mais on a essayé de diversifier pour pouvoir augmenter notre LTV, en fait, tout simplement, pouvoir les garder le plus longtemps possible, quoi. Tu la connais aujourd'hui? Ça a été, ouais. Oui, bien sûr, ouais. Donc, nous, on va être sur une panier moyen entre 80 et 100 euros. Notre LTV est entre 150 et 170. Du coup, donc deux commandes. Ouais, à peu près, ouais. Ok. C'est intéressant parce que tu as un enjeu qui est important, c'est la conquête. Je pense que ton positionnement te permet d'être identifié comme une marque justement qui va s'adresser aux femmes à ce moment-là. Et une fois que tu as mis un pied dans le foyer, tu peux aller te déployer au sein de ce foyer. C'est ça là? Ouais, c'est un peu l'idée. Donc c'est vrai que au niveau acquisition, encore qu'on s'en sort pas trop mal parce qu'on est dans une niche et qu'on a l'avantage encore aujourd'hui d'être assez différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc, on n'a pas des coûts d'acquisition excessifs. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que nos produits, enfin, ça fait bizarre de dire ça parce que ça fait le mec qui se raconte, mais sont quand même qualitatifs et plaisent en général. Et donc, si on arrive à te faire passer ta première commande et que ça te plaît, que tu trouves l'utilité, tu repasses commande assez facilement. On a quand même un taux de rétention client de 50% finalement. Donc, chiffre dont on est assez fier sur un marché où c'est purement beaucoup de l'acquise. Et après, c'est une commande et après, les gens passent à autre chose, quoi, typiquement. Justement, je voulais te poser la question du rebuy, mais on l'a abordé. Tu as un taux de rétention de 50%, ça veut dire quoi? Ce sera sur la même période, ce sera sur un autre enfant, ce sera sur un cadeau. Quand tu ouvres ton dashboard, du coup, je vois que chaque commande, enfin à peu près, si tu prends sur l'année, c'est ça, on est entre 45 et 50% de gens qui ont déjà passé commande chez nous finalement et qui repassent commande. Sur quelle période? Ma question, pardon, c'est sur le même enfant ou c'est, tu vois... Ah non, après ça peut être un deuxième, un troisième enfant. Après, on a aussi beaucoup de choses où, par exemple, on a des clients qui ne sont pas forcément mamans, mais qui ont des... Enfin, on est sur un marché, en fait, là, je pense qu'on est tous un peu concernés. Dès que tu rentres dans la trentaine, t'as toujours autour de toi des gens qui tombent enceintes. Finalement, c'est un peu toujours cette période-là. Donc, ça peut commencer par du cadeau. Après, ça peut être aussi des clientes qui ont arrêté d'allaiter, qui pensent pas forcément avoir d'autres enfants, mais qui vont offrir à leurs copines. Donc on a un taux de repeat aussi comme ça, quoi. On marche beaucoup sur le bouche à oreille. Et finalement, on est une marque quand même qui est très cadeau aussi, quoi. Du coup, on le voit principalement en boutique. On va en parler. Donc vous avez une boutique à Bordeaux que vous avez ouverte après avoir fait un pop-up, si je dis pas de bêtises. Vous en ouvrez bientôt une prochaine à Paris. Ouais, à Paris du coup. Ouais, et vous avez ensuite un réseau de revendeurs. Oui, donc le réseau de revendeurs de base, ça reste vraiment anecdotique. C'est beaucoup de petits concept stores, donc on n'a pas forcément de gros partenariats de distribution type avec un Aubert, un Verbaudet ou des choses comme ça. Et sinon, nous, ça va vachement, pour rebondir sur ce que Benoît disait, nous, ça va être plutôt pour une stratégie de développement international aussi, donc notamment sur les marchés dont on parle pas la langue. Donc par exemple, on a des gros revendeurs en République tchèque qui font le marché pour nous, par exemple. Et donc ça va être plutôt dans une stratégie de développement international et ça va être de l'e-shop en Suisse aussi pour combler les frais de douane parce que typiquement dans le B2C, je sais pas si vous êtes concerné ou pas, mais si vous achetez par exemple des produits aux États-Unis, vous allez payer des douanes en arrivant et du coup ce qui fait que ça peut augmenter le prix de 20-30%, des fois c'est un peu excessif, quoi. Et quel est le poids de l'international? 40, un peu moins de 40%. Ouais. Ok, donc quand même presque la moitié. On n'a pas donné les chiffres, mais je crois que tu peux nous donner ton chiffre d'affaires? Oui, donc on a fait l'an dernier 5,2 millions du coup, dont 4,5 millions vraiment e-shop. Et dont, sur ces 4,5 millions, 30-40% à l'inter. 30-40% à l'inter, et 4,5 millions, donc ça veut dire 700 000 dans la boutique.
Dans la boutique. Ouais, après, on a un peu de wholesale, et le c'est réseau. ça. Ouais, On a plus de wholesale que de... La boutique, on doit faire 250-300 par an. Et ton panier moyen, tu m'as dit 70-80 €, c'était ça? Entre 80 et 100, ouais. Ok. Vous avez lancé en créant une communauté au... Historiquement, ouais, la communauté s'est créée un peu toute seule. Donc, on s'est pas dit, il faut qu'on crée une communauté. Typiquement, donc la marque, historiquement, s'est lancée suite à l'histoire de ma sœur. Donc, du coup, sa 3e grossesse, elle a imaginé la marque pour répondre à son propre besoin, comme beaucoup d'autres marques, quoi, finalement. Et vu qu'on s'est lancé historiquement sur Instagram, Alison, qui est assez à l'aise pour... elle écrit bien. Alison, ta sœur. Pardon, oui, ma sœur, excusez-moi. Et donc, du coup, associée dans l'entreprise. A commencé par raconter sa propre histoire, en fait, finalement. Donc, partager au quotidien donc, son allaitement ou autre. Donc, beaucoup de sujets autour de la maternité aussi. Sexualité, c'est des sujets assez très féministes pour le coup. Et en fait, ce qui a fait que les gens... on a commencé en fait à vendre nos fringues à partir du moment où elle a arrêté de parler de son allaitement. Parce que typiquement, historiquement, c'était vraiment... On était vraiment... je sais pas comment dire... Tu peux remonter notre feed Instagram, si tu regardes au début, genre il n'y a jamais un truc qui renvoie vers notre site pour acheter tel ou tel t-shirt, quoi. C'était vraiment plus des témoignages, plus du partage, en fait. Et typiquement, là, ça fait... même les ads, on les a lancés il y a 2 ans et demi, quoi. Genre, avant ça, on n'avait pas besoin de faire d'ads. C'était vraiment organique et bouche à oreille. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ok. Et parce que les gens, suivaient vraiment le compte comme un compte d'influence, quoi. Finalement, comme tu suivrais une influenceuse. Ce que j'ai remarqué chez pas mal d'invités du panier aussi, je pense à La Belle Boucle, qui a commencé aussi comme ça, où pendant 1 an, elle a raconté son rituel cheveux bouclés. C'était le cas aussi pour Bonne Gueule à l'époque, où ils ont commencé par un blog mode avant de lancer la fringue. Donc vous avez lancé le produit, les premières ventes, avec une communauté. Tu te souviens de la taille de la communauté? Tu te souviens de du nombre de followers Je crois que c'est... Alors elle a lancé ça déjà, bon... Je pense que là-dessus, il faut pas suivre nos conseils, mais elle a lancé ça le 8 août. Donc voilà. Je crois qu'elle avait 400 followers. Elle avait lancé un petit compte Insta où vite fait elle parlait un peu, elle faisait un peu de teasing et tout, etc. Et en fait, l'avantage, c'est que le jour J, donc du coup, il y avait quand même du monde sur les téléphones, visiblement. Et elle a eu des bons partages. Je crois qu'on a fait de 400 à 2000, ce qui pas grand-chose comme ça, mais au début, on était comme des fous, quoi. Et après, en fait, ouais, je crois qu'on a fait... ça a vraiment explosé niveau, mais principalement beaucoup d'influence aussi. Donc beaucoup de repartages de personnes qui trouvaient rien sur le marché, justement, et qui apprécient en fait la démarche de la marque, quoi. C'était il y a 6 ans, aujourd'hui, il y a 260 000 C'était 2018, ouais, c'est ça. C'est quoi la stratégie d'influence? Stratégie d'influence, aujourd'hui, elle est encore très organique, on va dire, donc ça va être du gifting principalement. Et là, on s'est mis il y a 1 an et demi à de l'affiliation. Et voilà, la stratégie d'influence, en fait, finalement, elle est classique, quoi. Enfin, on n'a rien inventé. Finalement, on va aller scroller Insta. Si on voit qu'il y a des influenceuses qui tombent enceintes, qui parlent, hashtag pregnancy, hashtag pregnant, et des choses comme ça. Donc, on vérifie, on les contacte, on voit si elles sont intéressées. On a beaucoup de demandes entrantes aussi, vu que finalement, l'influence appelle l'influence aussi. Parce que les influenceurs se suivent entre eux. Donc, du coup, dès qu'ils voient, je le vois partout, mais je le veux aussi. Donc, du coup, ils nous contactent pour les avoir. Et en fait, on a la même stratégie à l'interne. Donc, du coup, on commence vraiment par de l'influence d'abord, et après, on fait du paid, quoi. Avec des clés d'acceptation, c'est quoi vos critères? C'est quoi nos critères? C'est très subjectif. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'homme, on n'a pas une grille, on n'a pas des choses comme ça. C'est qu'on va voir le compte, on voit la manière dont il parle. Par exemple, une influenceur qui va passer sa vie à vendre des produits, à faire de la pub et tout, etc., on va moins travailler avec eux. Donc, on va plutôt travailler avec des gens qui font du contenu, quoi, typiquement. Ok, et vous utilisez à l'inverse, on dit pas non à tout, quand même. Outils ou fait à la mano? Non, à la main, ouais. Et le poids du gifting en valeur? Honnêtement, il est dans ma marge, du coup, je saurais pas le dire, là. Tu saurais pas le dire? Ouais, je l'ai pas cherché avant. Donc, du coup, oui, c'est quand même assez important. On va envoyer une cinquantaine, centaine de colis. T'as un nombre de... Ouais, cinquantaine, centaine de colis par mois, ouais. Centaine de colis par mois offerts à des influenceurs ou influenceuses qui vous ont contacté ou que vous avez cherché. Exactement. Avec une stratégie similaire en France et à l'international. Ouais, en fait, on a vraiment... pour rebondir sur ce que disait Benoît, c'est vrai que c'est assez facile de lancer l'inter aussi parce qu'on a trouvé des clés qui nous permettent de lancer facilement des pays. Et notamment, on commence vraiment par l'influence. On s'est rendu compte que quand tu fais du paid à froid, tu payes pour rien. Alors que l'influence va commencer à te créer une petite notoriété, façon de parler, et après, au bout de 2, 3, 4 mois, on commence à faire des pubs, et là, on s'est rendu compte que, notamment en Allemagne, ça a fait on a explosé en Allemagne, typiquement. Donc, en fait, tu alimentes ton ROAS en ayant préparé le terrain avec de l'influence locale, c'est ça?
Donc tu galères un peu plus, honnêtement. Franchement, c'est quand les gens ne te connaissent pas, c'est beaucoup plus dur. T'arrives, t'étages une banane, ils sont là, mais je m'en fous en fait. Et donc du coup, c'est quand même, on va dire, ton taux de transfo influence est beaucoup plus compliqué au début, mais il faut pas lâcher. Et après, au bout d'un moment, c'est vraiment, l'influence, je trouve, c'est vraiment ça. Du moment où t'en as 2, 3, 4, 5, après, ça fait un effet de mode et tout le monde. Et donc après, c'est beaucoup plus facile de. T'as essayé de faire les deux en parallèle? Ouais, on l'a fait, mais notamment pour l'Irlande. Créer un momentum, tu vois, un peu plus. Ouais, mais honnêtement, ça marche pas. Et en plus, l'un vient cannibaliser l'autre. Donc, c'est-à-dire que tu sors des bonnes perfs en ads, mais en fait, c'est pas l'ad, c'est l'organique qui a fait ça. Et inversement, après, ça s'essouffle vachement plus vite. Donc, c'est comme ça que tu le vois, principalement. C'est que. Alors qu'à l'inverse, quand on avait fait vraiment que de l'influence et qu'après on balance des ads, là, tu te rends compte du poids de l'un de l'autre. Exactement, ouais. Donc, là, c'est au Pays-Bas en ce moment, ça marche bien. Vous êtes sur Shopify? Oui, sur Shopify. Depuis le début? Non. Vous étiez sûr? IBM Webster? Non, on a fait Wix, on a lancé sur Wix au tout début, ce qui finalement était hyper facile, quoi. Et après on est passé sur WooCommerce qui était Catas, et après du coup c'est pour ça qu'on a migré sur Shopify. Ouais. Ok. Ton aventure retail et physique, donc vous avez, je crois, commencé par un pop-up. Je dis une bêtise ou pas? J'ai vu cette information, je t'ai vu lever les yeux. Oui, non, c'était donc Covid, donc 2000, je me rappelle même plus, 2021. Ouais, c'était fin 2020, du coup, oui, merci beaucoup. Et en fait, on a commencé par un pop-up, mais dans tous les cas, on avait déjà le lieu. C'était plutôt, en fait, on avait des travaux à faire, et du coup, on a fait un mini pop-up avant de faire les travaux. Ok, c'était la boutique qui allait de toute façon. Mais dans tous les cas, le pop-up aurait flop, on aurait quand même ouvert la boutique, parce que nos bureaux sont au-dessus aussi, c'est tout un bâtiment. Et vous allez bientôt en ouvrir une deuxième? À Paris, logiquement. Ouais. À Paris. Donc, vous êtes sur Shopify POS? Oui. Raconte-moi un peu le setup que vous avez, la stack. Et l'avantage que ça a en termes de commerce unifié. Nous, c'est surtout, ça a été beaucoup en rapport avec notre fidélité, finalement, notre programme de fidélité. Et donc, du coup, on avait besoin de récupérer notre base client aussi en boutique. Et ce qui a fait que, naturellement, on s'est tourné vers Shopify Shopify Point of Sale, pardon. Pour en fait avoir tout ton fichier client typiquement, donc parce qu'on a quand même, comme je te disais, beaucoup de returning, et celles qui commandent régulièrement sont quand même très au courant de notre programme de fidélité et voulaient avoir les mêmes avantages en boutique. C'était tout l'intérêt de un peu uniformiser un peu toute notre expérience. Donc finalement, la boutique n'est pas gérée indépendamment du e-com. C'est un peu les mêmes types de strats. Dès qu'on fait par exemple une OP sur l'e-com, on l'a fait aussi en boutique. Les deux sont corrélés, quoi. Ce qui est un peu l'avantage d'être une DNVB, d'être né sur le digital et d'aller vers la boutique, c'est que tu peux appliquer ces mêmes règles. C'est un enjeu pour les sociétés qui ont déjà un réseau de boutiques existantes et qui doivent transformer des règles en interne, notamment d'attribution de chiffre d'affaires, de commissionnement, quand tu passes en mode commerce unifié. Comment tu fais de l'identification consommateur ou consommatrices en boutique, est-ce que tu les invites déjà à rentrer dans la base? J'imagine que oui, mais surtout, quelqu'un qui est déjà client, comment tu fais pour l'identifier? Elle te le dit, tu lui demandes. En général, c'est ça. Donc, on demande le mail dès qu'on passe en caisse. Donc après, on leur demande. On sait pas si elles sont clientes avant qu'elles passent en caisse, finalement. À part celles qui viennent vraiment tous les mois. Donc là, on les reconnaît au bout d'un moment. Mais sinon, on l'identifie et après. T'as des clientes qui viennent tous les mois? Oui, on en a. Mais après, on a créé Abandon. On a essayé de créer, et c'est ce qu'on essaie de dupliquer à Paris aussi, mais avec moins. On a fait l'erreur de prendre trop grand. Et donc, du coup, on a fait un vrai espace de vie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi des clients qui viennent juste pour changer leurs enfants, par exemple, ou jouer un peu, pour flâner. Des choses comme ça. On n'est pas du tout dans une optique de. Allez, le client, il doit rester le moins de temps possible, il faut qu'il commande et ciao, quoi. C'est plutôt. C'est un espace. Mais c'est ce qui est hyper intéressant, et je pense que c'est un truc que les DNVB, j'utilise le terme, font bien, c'est qu'elles peuvent se permettre de réinventer le lieu de vente et l'expérience client et l'expérience de marque beaucoup plus facilement. Tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. C'est plus facile de faire ça quand tu crées tes premières boutiques que de changer tes 100 points de vente. Exactement. Dans ton... Non, clairement, ouais. Donc, mais nous, c'est comme ça qu'on avait imaginé la boutique de Bordeaux de base. C'est pour ça qu'on avait pris un espace comme ça. Après, on avait organisé, là, on a arrêté un peu, mais on avait organisé des ateliers, par exemple, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on avait pris vraiment tout. Mais tu dis, vous avez fait l'erreur de prendre trop grand. C'est l'erreur, erreur et pas erreur. Bon, déjà, après, il y a un coût, bien sûr, sur le loyer, typiquement. Mais après, on s'est rendu compte aussi que 50 mètres carrés nous aurait suffi. En fait, on n'avait pas forcément besoin d'autant d'espace non plus. Donc là, 2021, on était un peu c'était Covid, croissance exceptionnelle, on a fait les Américains un peu. Mais on reviendrait, on le referait, on l'aurait fait potentiellement différemment, un peu plus prudemment, comme on va faire Paris, là. Typiquement, Paris, c'est 60 mètres carrés, quoi. C'est 60 Ouais, 60 mètres carrés. Pardon ? Il y aura quoi ?
Il y aura du coup espace de produit, vente. On va quand même d'événementiel. on est obligé de garder un petit coin kids quand même, parce que c'est ce qu'on aime finalement. Et les gens, la plupart de nos clientes ont des enfants, donc du coup on a toujours un petit coin kids, mais c'est carrément moins grand. Là, on a beaucoup d'espace inutilisé quoi finalement. Ok. Vous avez lancé. Alors, pardon, on reprend tes chiffres. Donc 5 millions 4 millions 5, c'est ça sur en e-com. 80%, si je dis pas de bêtises, de trafic mobile. Ouais, c'est ça. Et en transaction. Idem. Je pense que c'est assez. Ok. Non, mais parce que ce qu'on voit parfois, c'est du trafic mobile, mais de la transac desktop. Nous, pas trop, parce qu'en fait, on est à nouveau, vraiment historiquement très Instagram et beaucoup d'influence. Donc finalement, les gens sont sur Insta, sont sur leur téléphone. Et du coup, après, ils passent commande directement sur mobile. Souvent, la transaction se fait comme ça. Après, je suis pas allé vraiment dans le rapport de commande, parce qu'automatiquement, tu convertis mieux sur desktop que sur mobile. Mais allez, c'est peut-être un peu moins, mais ça reste dans ces eaux-là, quoi. Ok. Donc c'est vraiment une prédominante mobile, quoi. Et vous avez lancé une app mobile. Et on a lancé une app mobile. Avec quelle Ça s'appelle Macapi, du coup. Macapi, ouais. Qui est basé à Marseille, si je dis pas de bêtises. Peut-être. Ouais, là, tu dois connaître mieux que moi. Mais très sympa. Nous, on s'est lancé avec eux. Je crois qu'ils commencent. Enfin, ça faisait pas longtemps qu'ils s'étaient lancés. Et en fait, l'avantage, nous, on voulait pas une app mobile complètement différenciée de notre Shopify pour les mêmes raisons que le point of sale, finalement. Et pour pas, en fait, double gérer, d'avoir deux back-office et tout, etc. On voulait pas ça, et on voulait pas lâcher non plus 50 000 dans une app. Et donc, c'est du plug and play. Voilà, exactement. Donc ça se plug sur une app Shopify. Finalement, c'est un canal de vente. Il se passe, après, tu les retrouves dans les canaux de vente, quoi. Et ce qui fait que tu peux choisir de mettre des produits ou pas finalement sur l'app. Et après voilà, donc c'est niveau personnalisation, c'est très limité parce que c'est du plug and play, quoi. Donc du coup c'est un template, mais ça suffit. En fait, nous, notre app, c'est vraiment uniquement transactionnel. Par contre, c'est vraiment tu vas pour passer commande, tu n'as rien à y faire d'autre. Et on s'est rendu compte que voilà, ça avait pris pas mal de ventes, et notamment qu'on faisait aussi de l'acquise sur l'app, ce qui était assez intéressant. Donc de la conquête du nouveau client sur l'app, qui t'a découvert via les réseaux ou le site ou le Play Store, et qui va commander sur l'app et pas sur le site. Est-ce que tu as vu s'il y avait de la cannibalisation? Il y a des gens qui sont passés de l'un à l'autre? Oui, d'office. Donc on a eu beaucoup de clientes historiques qui étaient sur le site et finalement après commandent désormais sur l'app. Mais c'est vraiment cette notion d'acquisition qui a fait qu'on s'est rendu compte que finalement, voilà quoi, ça crée du business supplémentaire. Dans le sens où... T'es capable de le quantifier? En fait, ouais, on a 20-25% de notre chiffre qui est sur l'app aujourd'hui. Enfin, de notre chiffre e-commerce, quoi, comme on disait tout à l'heure. Et sur ces 20-25%, il y avait 1% de first order, du coup. Donc, oui, donc c'est pas du tout négligeable. Non, ouais, c'est hyper cool. Après, mais je pense qu'elle découvre le site. Et après, on a un bandeau qui dit télécharger l'app. Et du coup, après, elle télécharge l'app à ce niveau-là. Ça m'étonnerait qu'elle nous découvre sur l'Apple Store, en fait. Ouais. Et tu as en plus des fonctionnalités qui sont propres à l'application mobile, donc de la notification, de l'annonce, du... C'est ça, ouais. Donc, ça permet en fait de vraiment avoir deux segments. Donc, notamment, c'est plus du CRM après. Mais donc, du coup, on a les campagnes newsletter, en fait, CRM. Et en même temps, on double de notifs, mais pas au même moment. En fait, ça nous permet aussi de target à des heures un peu différentes. Parce que les notifications étant aussi moins intrusives, je trouve, du moins. Ça nous permet d'en faire un peu plus. On va pas envoyer par exemple 5 newsletters par semaine. À l'inverse, c'est ok de faire 5 notifs. Enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Tu as des conseils à donner, et si tu devais le refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment sur le lancement de ton app mobile et la manière dont tu vas, les produits que tu mets d'un côté ou de l'autre? Non, en l'occurrence, je suis assez content de la manière dont on a fait, parce que finalement, on a lancé ça du coup, c'est même moi qui l'ai fait là, pour dire à quel point il faut pas être bon. Je sais pas, une demi-journée, j'exagère, mais une journée, quoi. 2 demi-journées, on va dire. Donc l'app était lancée. Et en fait, non, parce que à l'inverse, j'aurais pas pris le risque de mettre 50 000 dans une app sans savoir ce que ça allait donner. Donc je trouve que c'est la bonne méthode. Et je pense que je conseillerais de faire dans ce sens-là, où nous, on se rend compte que maintenant, ça performe très bien. Et pourquoi pas, si jamais vraiment, à l'avenir, on veut vraiment développer une app, on a prouvé que ça marchait. On va pas te développer pour rien, quoi. Ok. Donc c'est un bon test and learn. Ça coûte combien? Voilà, c'est ça. Pardon? Ça coûte combien? Nous, on est obligé d'avoir les fonctionnalités multilingues. Donc c'est 600 par mois, je crois. 599. Oui, ça va. Ça reste. Non, pour le chiffre d'affaires qu'on fait derrière, on l'a largement amorti, quoi. Donc il n'y a pas de sujet. Ouais. L'app mobile, c'est 20% du CA global, c'est ce qu'on calculait tout à l'heure. Et là-dessus, donc ça fait presque 1 million. Ouais, depuis le lancement, c'est ça, on doit être 1,5 million. Ok. Et donc quelques centaines de milliers en newbies pur, en conquête. Ouais, exactement. Ok. Donc, et un taux de conversion, carrément beaucoup plus intéressant. T'as choisi de mettre tous tes produits, tout ton catalogue sur l'app mobile? Ouais.
Donc t'as pas fait de sélection. Non. Et t'as pas joué sur un système d'avant-première sur l'app mobile pour pousser les téléchargements? On le fait de manière sporadique, ça va être plutôt sur de l'OP. Enfin, des choses comme ça, des fois on fait, voilà, c'est disponible 24 heures sur l'app. On essaye on peut jouer sur des axes marketing. C'est un canal de vente nouveau, tu exactement. peux faire ce que tu veux. Okay. Donc on se rend compte qu'il y a des petits pics de téléchargement. Ouais. Ok, hyper intéressant, merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moins que sur le vin. Ah si, pardon. Est-ce que la fréquence d'achat est élevée sur l'application? Les clients qui sont embarqués dans l'application ont une fréquence d'achat plus élevée que... Est-ce que la fréquence d'achat des utilisateurs de l'application mobile est différente de celle du web mobile ou du web desktop? On y retrouve beaucoup, en fait, vraiment beaucoup de clients très fidèles. Donc typiquement, oui, la fréquence d'achat est quand même un peu plus importante sur l'app, pardon. Mais ça reste corrélé à l'e-shop. En fait, on n'aurait pas d'app et commanderait autant sur l'e-shop. Ça les fait pas forcément commander plus, quoi, j'aurais dit. Mais typiquement, voilà, on a beaucoup de nos clients historiques qui ont l'app maintenant et c'est quand même plus user-friendly que le site, quoi. Et sur ton taux de conversion ou ton taux d'ouverture des notifs versus email? Le taux d'ouverture, il est meilleur quand même, de notifs. Et le taux de conversion, il est 3 ou 4 fois meilleur sur l'app que sur notre taux de site conversion mobile. 3 ou 4 fois meilleur. Ok. Donc non, c'est hyper intéressant. Mais après, à nouveau, on en revient au même, c'est-à-dire que les clients ou clientes qui ont l'app, il y a déjà une démarche d'achat qui est un peu plus importante que juste découvrir le site, aller scroller, tout, etc. Donc finalement, il y a quand même une intention d'achat qui est plus importante sur l'app que sur... tu vas pas télécharger une app juste pour aller découvrir la marque, tu t'en fous en fait. Typiquement, tu préfères scroller le site. Mais dès que tu télécharges l'app, c'est que potentiellement tu sais que tu vas commander. Enfin, tu as plus de chances de commander. Oui, t'es de l'intentionnel, quoi. Ouais, voilà, exactement. T'as une cible plus qualifiée, qu'on va dire. Est-ce que vous avez croisé les parcours entre magasins, web et app? Vous avez retrouvé vos clients, mais pas vous analysez en boutique? On le voit de par, notamment grâce à Shopify, que la plupart ont des comptes. Genre typiquement, après on fait de la création de comptes. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on regardait les chiffres il y a 2 jours. Je crois qu'on est quand même sur 40% d'acquisition mais 60% de returning sur la boutique. Donc on fait quand même de l'acquise en boutique. Mais c'est de l'acquise qui est entre guillemets moins qualifiée, façon de parler, c'est que ça va être beaucoup de cadeaux. Plus en boutique, c'est genre en mode... j'ai une copine qui accouche, je passe vite fait en boutique pour faire un achat. Mais voilà, et après c'est comme ça qu'on peut le corréler. Et après sur l'app, c'est la même chose que sur le site. Enfin, on n'a pas de différenciation, parce que c'est le même back-office du coup, donc on n'a pas ce niveau de détail dans l'application en tout cas. Benoît, vous êtes présent sur combien de marchés? Beaucoup. Donc typiquement, mais ça dépend vraiment des volumes. Nous, on n'a pas ces problèmes de législation, donc on s'en fout, on expédie partout. Ce qui fait qu'on avait fait par exemple une analyse il y a 2 ans, on avait expédié dans 50% des pays du monde, mais autant il y avait une commande au Pérou. Enfin, tu vois, donc c'est pas vraiment considéré un marché. Aujourd'hui, je pense que en termes de marché, on doit en avoir vraiment 7 qu'on considère vraiment qu'on adresse comme des marchés. Mais ça reste quoi? France, Belgique, Suisse, Allemagne. Enfin, l'Allemagne étant le 2e. Pays-Bas, Canada. Du coup. Enfin, ça reste très francophone quand même. T'as Eric, je viens à toi dans une seconde, mais tu as des différenciations culturelles aussi autour de l'allaitement en fonction des pays. Est-ce que ça vous impacte? Vous le prenez en compte Ça va être plutôt dans la communication, l'influence. On parle pas de l'allaitement de la même manière dans tous les pays, quoi. En fait, on s'est rendu compte que typiquement les enjeux sont les mêmes. Après, ce qui change d'un pays à l'autre, ça va être plutôt le taux d'allaitement. C'est pas le taux d'allaitement, mais le nombre de personnes qui allaitent. Genre, par exemple, en Allemagne, c'est le plus parlant. Il y a beaucoup plus de mamans qui allaitent en Allemagne qu'en France. Mais à l'inverse, c'est les mêmes enjeux. Enfin, il y a toujours un sujet d'allaitement public. Il y a toujours un sujet ça peut être mal vu par certaines personnes. Donc, il y a toujours ce sujet-là sur lequel c'est là où on va faire vraiment notre différenciation. Je sais pas comment dire. Enfin, les tabous sont les mêmes un peu partout, quoi, dans n'importe quel pays. Et après, il y en a où c'est plus important que d'autres, typiquement. Mais par exemple, en Allemagne, un pays qui allaite beaucoup, il y a quand même ces enjeux. Alors que c'est beaucoup plus accepté qu'en France, on va dire, même si ça change énormément. Hein. Vraiment, là, je parle de ça il y a quelques années. Mais ils ont quand même les mêmes... Enfin, il y a le même sujet, quoi. Il y a des gens qui se font kicker de l'espace public parce qu'elles allaitent, même en Allemagne. Enfin, voilà, typiquement, donc c'est un peu con. Mais... Eric. J'avais plusieurs questions. Donc, par rapport à ces 7 marchés, en fait, est-ce que tu utilises ton Shopify France ou est-ce que tu as fait des Shopify dédiés pour chaque marché? Ou c'est simplement la traduction dans le pays local? Deuxième question, est-ce que tu as le même prix dans tous les pays? Donc
C'est la question qu'on met là. Et puis, une question, comment tu gères tes retours, s'il y en a. Comment tu gères avec Shopify l'international, traduction, duplication, comment tu gères ta stratégie de prix en fonction des pays? Et la question du milieu, c'était, pardon? Les retours. Comment tu gères les retours? Du coup, pour la première, on n'aime pas trop s'embêter. Donc, du coup, non, nous, on n'a qu'un site qui gère du coup tous les marchés. Donc, on a on utilise Translate et Adapt maintenant. Avant, on était sur d'autres solutions de traduction, pardon. Donc, j'ai pas bien entendu, t'es sûr? Translate et Adapt, enfin, c'est le native Shopify, quoi. Typiquement, donc là, on utilise ça donc pour adresser tous les marchés aujourd'hui. Donc, on a vraiment qu'un site et justement, enfin, je me verrais pas en avoir plusieurs. Ou, enfin, ça serait un vrai bordel, même en termes de SAV et tout, etc. Ça serait un peu relou. La deuxième question était les prix. Donc, les prix en Europe, on a les mêmes prix, enfin, en zone euro. Et après, oui, on va appliquer des markups ou pas en fonction des marchés. Donc notamment on a Shopify Payments, enfin, c'est pas pour faire la pub, on n'est pas pour faire la pub de Shopify, mais du coup donc on utilise Shopify Payments, ce qui fait que par exemple en Suisse c'est du franc suisse, au Canada c'est du dollar canadien, etc., etc. Et là on va appliquer des markups en fonction de malheureusement ou heureusement j'en sais rien, les États-Unis on a mis plus 30% quoi, typiquement parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux là-bas. Et à l'inverse, en Suisse pareil, il y a un petit markup aussi. Les dom-tom par contre on a fait même moins parce qu'il y a ces sujets de douane aussi. Et donc, ça dépend vraiment. On essaie de s'adapter, on voit, mais on n'a pas vraiment. Enfin, on se pose pas autant de questions que vous peut-être en amont. Du coup, nous on lance, on voit ce que ça donne, et après voilà. Là, tu parles du prix final TTC ou du prix affiché? Parce qu'aux États-Unis, on affiche toujours un prix hors taxe. En Europe, c'est des prix TTC. Ouais. Mais déjà, enfin, notre prix TTC, notre prix hors taxe pour tout ce qui est export. Donc, typiquement, un t-shirt, à 49 €, il va être équivalent à 49 €, mais hors taxe. Du coup, par exemple en Suisse. Typiquement, et par-dessus, ça dépend des marchés, on va utiliser des markups ou pas. Mais les markups sont, à part les États-Unis où vraiment, voilà. Mais sinon, c'est 5%, quoi. Genre, par exemple, on avait fait sur le Danemark, on avait fait un peu plus de 5, dans les Nordiques aussi. Vous êtes pas UK? UK, c'est un peu le bordel. Hein. Donc voilà. Du coup, on y est un peu. Mais après, c'est en termes de SAV où c'est galère. Donc, notamment à cause des frais de douane. Enfin, c'est un peu excessif. Je comprends pas, vraiment, comment ils ont géré ça. Genre un t-shirt à 49 €, des fois ils vont se retrouver avec plus de frais de douane que le prix du t-shirt. Donc du coup ils sont là, non mais je veux pas payer, donc on doit se taper le retour. Et c'est nous qui payons les frais de douane. Enfin bon bref, donc du coup on a freiné un peu certains trucs. Mais on cherche le wholesale au UK, mais on galère un peu, mais voilà. Ça serait plus la stratégie pour contrer ça. Et les retours? Et les retours. Les retours, nous on a une stratégie de retour de toute façon qui est un peu... C'est à la charge des clients, donc à part via la fidélité, le programme de fidélité, donc on l'offre à certains marchés. Donc ce qui fait que, par exemple, l'Allemagne historiquement est un pays qui fait beaucoup de retours. Donc on a un panier moyen qui est plus élevé, mais beaucoup de retours. Donc est-ce qu'on a une stratégie particulière? Non, enfin en tout cas on va pas refuser les retours. Typiquement, ça nous est arrivé à 2-3 reprises, notamment des US ou des UK, de dire en fait non mais gardez-le, ça nous coûtait plus cher de le faire revenir que... Donc on remboursait la cliente, on lui disait gardez-les, donnez-les à une copine et tout, etc. Parce que finalement ça allait nous coûter plus cher de les renvoyer en France, finalement. Mais sinon non, voilà, on n'a pas... Ça dépend des marchés. En général, le taux de retour est assez faible parce que finalement, vu que c'est à la charge des clients, et en tant que particulier, notamment suisse, je crois que c'est 25 €, les gens le font pas, en fait. Donc typiquement... Après, on n'a pas trop de sujets qualité, donc ça va. Non, en vrai, en général, on n'a pas trop... franchement, on n'a pas trop de litiges là-dessus. Mais ça peut freiner, notamment, par exemple, je parle de l'Allemagne, qui est notre plus gros marché inter. Ça peut freiner parce qu'ils ont vraiment l'habitude, les Allemands, c'est très Zalando, c'est très, en fait, livraison offerte, retour offert. Donc, du coup, c'est très difficile de leur faire comprendre qu'ils vont payer un retour potentiellement ou qu'ils vont payer une livraison. Donc, je pense que ça va plutôt jouer dans l'acquise, dans la conversion, qu'après en termes de SAV. Voilà. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'on a 2 Zio dans la salle. Alors, en tout cas, qui devait venir, il a peut-être un no show, qui fait de la seconde main, et je vois que vous avez la seconde main sur le site, tu peux m'en parler un peu? Ouais, donc du coup, on a lancé la seconde main, nous, il y a 1 an, enfin en avril. C'est un sujet qu'on avait travaillé, enfin qu'on avait réfléchi, un des seuls sujets qu'on a réfléchi d'ailleurs, pendant pas mal de temps, parce qu'en fait, nous, on a vraiment un enjeu de rentabilité sur la seconde main, mine de rien. On n'est pas assez premium pour avoir tous les systèmes un peu comme, je me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que c'est Faire ou quelque chose comme ça. En fait, on peut pas récupérer nous les retours
les rendre, entre guillemets, enfin, les repasser, les réparer, et tout, etc., et les renvoyer au client, parce que finalement, sur un t-shirt à 49, ça te coûte 20 € de le remettre en état, tu vas pas et on se voyait pas le revendre 40 €. Enfin voilà, typiquement. Donc nous, on a choisi un peu un modèle vintage sur notre site, en marque blanche, donc c'est une solution qui fait ça. Mais à vrai dire, Quelle solution? Ça s'appelle Diatom. Diatom. Ouais. Donc du coup, ils proposent ça, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas concluant. Pour le coup, mais je pense que c'est un peu beaucoup d'acteurs qui se lancent sur la seconde main et dans le textile du moins, et qui en reviennent parce que tu peux pas concurrencer Vinted en fait. Enfin, c'était pas notre intention, mais je veux dire qu'à un moment Vinted ils font ça très bien. Et donc non, mais quand t'es une grande marque très installée, je sais pas, le petit bateau, t'as aussi une question d'image et de marketing. Ouais, mais eux ils ont le retail. Ouais. Donc c'est plus facile de faire. En fait, c'est plus facile de faire la seconde main en retail que online aussi, parce qu'il y a un sujet où dans le retail tu vois la fringue que t'achètes. En fait, typiquement, donc il y a moins de sujets aussi de SAV derrière. Et donc c'est là où petit bateau, en fait, j'en sais rien, après j'ai pas leurs chiffres, mais je suis même pas sûr que ça fonctionne très bien sur leur e-com, mais ça fonctionne bien en boutique. Ouais, et puis comme dit, je pense qu'il y a aussi une question d'image aussi, ouais, pour les consommateurs. Est-ce que vous avez pensé à la location? Est-ce que vous avez pensé à la location? C'est quand même une période ouais, bien sûr. Ouais. On en fait un peu avec le closet là, par exemple, typiquement, mais ça fonctionne pas forcément. Ça fonctionne pas forcément hyper bien. Donc pour le coup, je pense que en fait le textile est en train de changer bien évidemment. Le secteur du textile, bon ça je pense que tout le monde est au courant, enfin que ça se casse un peu la figure. Mais à l'inverse, je crois que le consommateur n'est pas encore trop prêt à passer sur la location encore de vêtements du moins. Donc parce que même le closet en lui-même ça fonctionne, mais c'est pas non plus la success story de fou. Et donc nous c'est sûr qu'on s'est dit que par définition ça devrait fonctionner pour nous. Mais et en plus logistiquement c'est un enfer. Enfin on veut pas le faire en interne dans tous les cas, et en externe à part il n'existe pas non plus masse de solutions, et on a testé avec eux, c'est pas forcément très concluant. Voilà. Alyosha de Ziggy. Le poids de ton app, est-ce qu'il est proportionnel au poids de ton marché ou pas, en utilisation de l'app selon les marchés? En fait on a presque autant de téléchargements par exemple en Allemagne que je pense que ça dépend plus de la personne. Enfin déjà par exemple toi c'était plus app ou pas. Enfin typiquement moi je le suis pas, j'ai aucune app, je préfère aller sur un. Mais au final, sur les marchés, je pense qu'on y a les mêmes tendances. Donc nous, on avait remarqué, ouais, c'est ça, en Allemagne, on a plein de téléchargements d'app. On a tout autant, aussi proportionnel qu'en France, quoi. Ouais. Merci. Eric. Par rapport à l'app, comment vous faites connaître, c'est quoi les plans d'action pour inciter à la télécharger? Quels sont les leviers de com pour faire télécharger l'app? Donc du coup, le numéro 1, ça va être le site internet, finalement, parce qu'il y a ce fameux, je sais pas si tu te rends sur notre site, là, il va te proposer de télécharger l'app. Le numéro 2, on en parlait tout à l'heure, ça va être en mettant en place des stratégies un peu dédiées à l'app. Donc typiquement, voilà, un sujet d'avant-première, des sujets un peu d'exclusivité sur l'application, quoi. Et mais on fait pas d'acquise, en tout cas. Enfin, on fait pas d'ads, du moins. On fait pas de boost au téléchargement ou de choses comme ça, parce qu'on n'est pas... Si, après voilà, c'est dans tous les footers, on en parle quand même assez régulièrement, donc, mais c'est... on n'a pas vraiment une stratégie d'acquisition payante sur l'application, parce qu'on n'est pas convaincu. On l'a fait à quelques périodes, mais c'était jamais très concluant. Quoi. Et tu connais ton nombre d'utilisateurs? Android me dit que tu es entre 1000 et 5000, si j'ai pas de bêtises. Je sais qu'on a on a plus d'iOS que d'Android. Je pense 60, 65, enfin voilà, quoi. Quelque chose comme ça. Non, en pourcentage. 40, 65, oui, ok. Et en termes d'utilisation, c'est une bonne question, je suis pas allé, désolé. J'aurais dû aller regarder avant de venir parce que c'était un peu le sujet. Mais non, je suis pas forcément allé voir, mais c'est au prorata façon du chiffre d'affaires avec un taux de conversion quand même qui est un peu plus important, donc peut-être un peu moins d'utilisateurs. Mais je serais pas, non, franchement, j'ai pas de chiffre, désolé. Mode des petits pets géants. Quel est l'avantage pour le client de passer par l'app par rapport à passer par le site? Quel est l'avantage de passer par l'app pour un client plutôt que de passer par le site? Il y en a pas forcément à part l'UX. En fait, c'est quand même plus... Enfin, même moi, je préfère être sur notre app que sur notre site. Typiquement, déjà, c'est un peu plus fluide de par le fait qu'il y a beaucoup moins de fonctionnalités sur l'app que sur notre site, en fait. Donc, l'avantage, il va être vraiment... c'est vraiment purement de l'UX. Et au contraire, il y a plus de désavantages sur notre app que sur notre site. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas redéveloppées. Donc, notamment le système d'avant-première. On fait des avant-premières pour les collections, typiquement. Mais ça nous coûtait trop cher de le refaire sur l'app. Parce qu'il y a aussi des développements, t'es obligé de faire des développements custom aussi sur certaines parties. Donc du coup, il y a même limite plus de désavantages à être sur l'app. C'est vraiment juste un sujet du X, où c'est quand même plus user-friendly, quoi. Pierre-Henri. Une petite question. Selon toi, l'app,
Ça peut s'appliquer à n'importe quelle marque de fringues? Ou c'est spécifique un peu à votre segment? Non, je pense que c'est n'importe quelle marque de fringues. Bah, typiquement, la plupart des grandes marques ont une app, en général. C'est une question du X et c'est une question aussi d'appétence consommateur. En fait, il y en a qui sont, comme je disais, plus app, d'autres qui ne le sont pas forcément. Nous, on en a au bureau, par exemple, elles commandent que sur des apps. Parce qu'elles préfèrent, en fait, ce sujet-là. Et d'autres non. Ouais, donc, il y aura un seuil critique à partir duquel il faudrait passer sur l'app en volumétrie? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Un seuil critique, je sais pas, j'ai pas forcément de chiffres en tête. Nous, l'avantage, c'est ce que je disais, nous, on est très test and learn. Donc, quel que soit ton seuil, finalement, ça coûte pas forcément très cher. Du moment où tu arrives à rentabiliser, finalement, ton abonnement, tu testes. Et là, on pourrait arrêter demain. Enfin, tu vois, tu prends pas un risque énorme. Et là, nous, on parlait de 599, mais parce mais je crois que ça commence à 200 balles. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Donc 200 € pour faire un test, je pense que c'est OK. Comme je te disais, une journée de setup. Donc au final, franchement, ouais, je pense qu'il ne faut pas trop, à l'inverse, si ça peut être mon conseil, faire une app, genre l'app la plus parfaite. Nous, on l'a lancée, on n'était pas 100% satisfait de ce qu'on avait fait. Mais on s'est dit, vas-y, on lance déjà comme ça, on voit si... Parce que sinon, tu vas perdre une semaine pour rien. Enfin, voilà. Ouais, mais là, par contre, c'est un e-shop, quoi. C'est vraiment, il n'y a rien d'autre. Ouais, on parle de Macapie, de mémoire, c'est MAKA2PI, que vous retrouverez dans le shop. Une dernière question, s'il y en a une. Et sinon, eh ben, merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à vous toutes et tous. Vous avez Simon de Showroom Privé qui fait un peu de sous sur une app mobile, si vous voulez. Le grand monsieur là-bas, continuez de creuser le sujet. Et merci à vous toutes et tous d'être venus. C'était un super moment. Les bureaux restent ouverts. Je vous propose qu'on se retrouve à côté pour un café, un croissant. Et pour ceux qui partent, eh ben, merci de venir et à bientôt. Salut.